Le problème de Rennes-le-Château, par exemple, il fallait le prendre sous un autre angle. J'étais, comme beaucoup de jeunes gens, intéressé par cet aspect recherche du trésor. J'avais lu beaucoup d'articles dans une certaine revue qui traite de la chasse au trésor. Dedans, il y avait beaucoup d'articles, souvent du même homme. Je peux le nommer? Sans problème. Alors, c'est Michel Vallée, qui écrivait sous différents pseudos. Il est aussi écrit dans d'autres revues. Et j'ai beaucoup admiré le travail de Michel Vallée. Je l'ai remercié. Je le remercie toujours. Même si aujourd'hui un différend nous oppose, mais bon, je lui garde mon amitié tout de même. Mais c'est cet homme-là qui m'a fait découvrir, par des propos un peu abrupts, les mythes. Parce que j'appelle ça des mythes, ou maintenant j'appelle plus ça des fantaisies. Des fantaisies, c'est-à-dire non pas des choses amusantes, mais des fantasmagories, des traductions différentes d'un événement, une réappropriation, en quelque sorte. Et je me suis vite aperçu, dans les années 80, 75-80, que la chasse au trésor, qui était le grand thème des Charroux et compagnie, la chasse au trésor n'apportait rien à Rennes-le-Château, à part les dynamitages, ou les excavations à la pelleteuse. Parce que cela c'est fait, il faut le savoir. Et on n'en parle pas souvent. Et bien souvent, les gens qui aujourd'hui auraient pignon sur rue dans l'affaire Caltel-Rennes sont souvent ceux qui ont dynamité ou déplacé ou falsifié les objets. Et c'est un peu pour ça, nous en parlions un petit peu hors antenne, je connais beaucoup de choses sur Rennes-le-Château, et c'est pour ça que je suis resté impartial. Parce qu'il est très difficile d'aller reprocher à quelqu'un un fait qui s'est produit il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, et qui pourrait, disons, le gêner. Voilà, je n'aime pas gêner les gens, j'aime bien être en amitié avec eux, mais je leur dis souvent la vérité, et à la limite, ils aiment ça. Ils aiment ça. Et dans l'affaire de Rennes-le-Château, passer le mythe de la chasse au trésor, passer le mythe des Begans Lincoln avec le tombeau de Jésus-Christ, Marie-Madeleine, on a tout vu à Rennes-le-Château, tout vu. J'ai même vu des radiesthésistes, j'ai vu des gens se promener avec des épées en l'air, j'ai vu des extraterrestres. Des extraterrestres, oui. Enfin, j'ai pas vu les extraterrestres. Confirmés par un membre du CNRS. Oui, il y avait le dénommé, c'était Charlat, je crois. Jean Charlat, que l'on appelait de Rigny, qui squattait un domaine au-dessus de la Salse et qui avait comme objectif de prouver qu'il existait près de la maison où il habitait, il existait une base extraterrestre. Donc là est venu ensuite le mythe des extraterrestres du Bugarache, les ovnis. Bon, quand cette période a été passée, on a vu arriver évidemment tous les huluberlus, et on est arrivé ensuite donc au Da Vinci Code. Et là, le Da Vinci Code, c'était le summum de tout ce qu'on a pu écrire sur la déraison, de la déraison, tout ce qu'on a pu écrire sur Rennes-le-Château. Il n'empêche, à la décharge de Dan Brown, que grâce au Da Vinci Code, des milliers, sinon des millions de lecteurs ont eu connaissance de Rennes-le-Château et d'autres mythes. Ils ont eu connaissance de Rennes-le-Château. On a les débarquements de Japonais avec les appareils photo. Ça, maintenant, c'est devenu un classique sur la colline. Mais le fait des écrits de Begans Lincoln, comme l'énigme sacrée, ou comme Dan Brown, le Da Vinci Code, a introduit une mythologie sensationnelle. C'est-à-dire qu'on est passé de la chasse au trésor à des pronostics déraisonnables. Là, on est vraiment passé dans une histoire raccourcie. C'est-à-dire que j'aime bien dire souvent qu'on a fait de Rennes-le-Château, où Rennes-le-Château était fabriqué avec une sorte de parcellisation de l'histoire. La parcellisation de l'histoire, c'est prendre un fait à un temps donné, un autre fait, un autre temps donné, etc., etc., de les réunir de façon cohérente
et vous faites une nouvelle histoire. L'histoire de Rennes-le-Château, c'est ça. C'est l'histoire de Gisors, c'est l'histoire de Stenay et les Mérovingiens, c'est l'histoire du curé aux Millières. Et on a tourné en rond, jusqu'à ce que Isaac Ben Jacob, comme il a si bien dit lui-même, me contacte et commence à m'exposer ses idées. Et ces idées, au début, n'étaient pas très claires pour tout le monde. C'est vrai. Au début, ces idées étaient révolutionnaires, en quelque sorte, dérangeantes. Et la chasse aux sorcières a commencé. Exactement. Ouais. La chasse aux sorcières n'a pas commencé, il était directement mis au banc. Oui, mais bon. Directement mis au banc. Mais il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres qui ont disparu aujourd'hui. Mais Isaac Ben Jacob a été mis au banc de la société Caltès-Rennes parce qu'il dérangeait l'ordre établi. Il dérangeait la petite chasse au trésor. Il dérangeait les petites inventions personnelles, des petits trucages. Voilà. Et il avait avec lui le mérite d'apporter des références et d'aller sur le terrain. Tu connais Rennes-le-Château, tu en as entendu parler. Oui. Tu n'y as jamais été. Il se passe des choses étranges là-bas. Justement, l'important, c'est de démêler le vrai du faux, de tous les mensonges et les vérités qui existent sur Rennes-le-Château, parce que ça commence à bien faire. Hein. Il y a des années que ça dure. Ça fait quand même 50 ans bientôt, et donc ce qui est curieux en fait, c'est qu'il y avait suffisamment d'éléments sur place, je dirais, dès l'origine. Mais il n'y avait pas un homme religieux au départ, là-dedans, une affaire un peu... Ça, vaguement, j'en ai entendu parler déjà sur d'autres radios. Hein. Oui, c'est la Bessonnière. Oui, ce que je veux dire, c'est que dans les documents qu'a laissé la Bessonnière, dans les témoignages des prêtres de l'époque, dans en fait aussi les documents qu'on a par rapport en fait au financement de Béranger Saunière, mais aussi par rapport aux témoignages de ses évêques, il y avait suffisamment d'éléments à l'époque pour pouvoir prendre une autre direction que la direction qu'a pris cette affaire. Et c'est-à-dire que si on avait eu des gens avec un esprit assez cartésien dès le départ, on ne serait jamais sorti des créneaux et on serait très vite arrivé à des conclusions assez satisfaisantes. Parce que je le répète, tous les éléments existent encore. Ils n'ont jamais été exploités. Je tiens à le souligner, il y a par exemple des déclarations du conseil municipal, elles n'ont jamais fait l'objet d'aucune exploitation, et elles sont très claires. Hein. On a raconté que Béranger Saunière fouillait dans le cimetière pour trouver un trésor. Ça n'est absolument pas la vérité, parce que Béranger Saunière a, c'est vrai, déplacé toutes les tombes du cimetière, mais il a demandé au conseil municipal et au maire, par rapport aux travaux qu'il avait fait dans l'église, et il a bien appuyé là-dessus. J'ai donné quand même de mon argent. Il a réclamé au conseil municipal, par exemple, de lui octroyer une partie du cimetière qui avait été nettoyé pour faire payer des concessions chères pour les gens de l'époque. Et le maire lui répond dans les déclarations du conseil municipal: je ne vois pas l'objet de cette déclaration, parce que de toute façon les gens du village ne peuvent pas payer ces concessions. Donc ça n'avait aucun rapport avec un trésor, parce qu'on n'enlève pas des pierres tombales pour obtenir une concession si on cherche un trésor. Ça n'a pas de sens. C'est une affaire qui date de combien de temps, ça? Le conseil municipal Non, l'affaire du trésor. L'affaire du trésor, on pourrait dire que ça date de 1885, à l'arrivée de Béranger Saunière. Quand Béranger Saunière est arrivé à Rennes-le-Château, bien avant, mais enfin de 1885 à 1891, en 6 ans de temps, il est devenu le curé aux Millières. Cher Isaac, cher Daniel, Jamel n'en saura pas plus, il n'a pas la radio, il ne l'écoute pas, il ne la capte pas, donc il va encore manquer une autre émission passionnante. Bon, écoutez, c'est désolé, c'est vrai, de toute façon je ne connais pas trop là-dessus, j'ai pas trop de connaissances là-dessus, j'en ai vaguement entendu parler, mais bon, je vous laisse continuer avec d'autres qui en savent un peu plus que moi. Salut Jamel. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et puis j'espère que vous aurez trouvé le trésor avant la fin de l'année. Pour Noël, oui. C'est comme le Papa Noël. On pourrait le faire, mais on s'abstiendra. Avec des histoires de métaux, vous allez les trouver. Faut en laisser pour les autres. Merci Jamel. On partage. À bientôt. Au revoir. Alors voici le texte de Maurice. Bonsoir Isaac, bonsoir Daniel.
Je m'excuse d'abord auprès de Daniel si je semble m'adresser davantage à Isaac qu'à lui. Ceci est dû au fait que je m'intéresse de près actuellement aux recherches d'Isaac. Je connais Daniel Castille de réputation, mais je ne connais pas suffisamment ses recherches et ses livres. Isaac, vos recherches semblent mettre un point final au mystère Saunière. Votre approche a été différente de toutes celles des autres chercheurs. Il y a actuellement 300-400 ouvrages écrits sur ce sujet et nombre de chercheurs réputés entre guillemets. J'ai 2 questions. Pensez-vous que toutes ces autres recherches soient vaines? Alors, tout d'abord, je remercie Maurice de ses questions, parce que justement, j'attendais son petit message. Maurice, je le connais bien parce qu'il a écrit, je pense que je peux le dire, pour la revue de Thierry Garnier. Mercure de Gaillon. Voilà, tout à fait. Et donc, j'ai apprécié son article parce que justement, je l'avais eu, en même temps que la revue. Et donc, non, toutes les recherches ne sont pas vaines. Alors, il y a une sous-question à ces 2 questions. Pensez-vous que toutes ces autres recherches soient vaines? Petit a, pour ce qui est du secret de Saunière. Alors pour ce qui est du... Non, il y a des gens qui ont fait très bonnes recherches. Je citerai par exemple Laurent Buchholzer, si je prononce bien l'alsacien. Octonovo. Voilà, Octonovo, qui a écrit un livre très intéressant sur les carnets de comptabilité. J'ai bien aimé sa démarche, dès le départ je lui ai dit, parce que c'est une démarche assez carrée. Il a repris pas mal de problèmes à la base. En fait, il s'est parvenu à constater, c'est très bien déjà comme démarche. C'est ça que j'apprécie justement. Il n'y avait pas de supposition, d'interprétation. Donc il a repris les carnets et les a détaillés, et ça a déjà éclairci, je dirais, pas mal de choses par rapport au financement de Béranger Saunière. C'est-à-dire que Béranger, l'argent qu'il a eu pour ses constructions, il le tirait d'autres groupements religieux de façon plus ou moins claire, c'est-à-dire que son financement n'est quelquefois... Enfin, on sait que ça vient d'ordre religieux, ce n'est pas de l'argent qui provient directement d'un trésor. Il monnaie quelque chose. Ça peut être aussi bien une forme religieuse, un sacrement. Il monnaie quelque chose pour obtenir un financement de la part d'ordre religieux. Voilà. Donc, en gros, c'est ça qu'il a tiré des documents. En soi-même, c'est déjà un très très bon travail. Il y a un autre chercheur que je tiens à féliciter ce soir, c'est Christian Attard. Il m'a dit qu'il écouterait l'émission, donc je tiens à le féliciter, surtout qu'il vit des heures assez pénibles en ce moment pour ces textes qu'il a écrits sur le web, qui sont très qualitatifs. Mais comme on sait, quand on écrit un texte assez qualitatif, disons qui limite un peu les divagations, faut être honnête, on se fait taper sur les doigts. Alors, autre question, toujours dans la première question de Maurice, pensez-vous que toutes ces autres recherches soient vaines? Petit a, pour ce qui est du secret de Saunière. Petit b, dans un contexte plus général, historique et ou politique. Alors, je dirais que l'autre côté, forcément, dès qu'on tombe dans l'historique, politique et religieux, globalement, qu'est-ce qui va se détacher des recherches qui ont été faites? C'est plutôt un aspect négatif. C'est-à-dire qu'on a cité là ce qu'il y avait effectivement de bien, parce que tout n'est pas rejeté, loin de là. Mais dès qu'on passe sur un plan global, en réalité, cette affaire de Rennes-le-Château a été beaucoup plus nuisible à l'histoire que n'a été d'autres affaires. Autant, par exemple, les ovnis, c'est un sujet intéressant. Autant Rennes-le-Château, comme les Da Vinci Code, ont vraiment été nuisibles à l'histoire. Mais il faudrait rappeler tout de même... Daniel Castille. Oui, il faudrait rappeler tout de même un petit peu l'historique de l'histoire de Rennes-le-Château telle qu'elle est parvenue aux lecteurs ou aux auditeurs. L'histoire de Rennes-le-Château, au départ, c'était l'histoire dans les années 60. C'était l'histoire de la chasse au trésor. C'était l'époque des grandes chasses au trésor, c'était l'époque des charroux. Donc, Charroux est même venu à Rennes-le-Château chercher le trésor. Il en est reparti dépité, disant qu'on ne lui avait pas tout dit. Donc, il y avait eu cette histoire de trésor. Bon, mais ce qui a fait l'histoire de Rennes-le-Château, c'est Gérard de Sède, Plantard et Cherizet. C'est le trio infernal. Justement, ça fait partie. Voilà. C'est la deuxième question de Maurice.
Que pensez-vous, et la question s'adresse à vous deux, que pensez-vous du trio de Sède, Plantard, de Cherizet, voire du quatuor en y ajoutant Jean-Luc Chomeil? De Cherizet était-il un simple plaisantin, manipulateur, ou bien le cerveau et l'âme de ce groupe? Alors moi je dirais juste une chose, c'est que je place bien Jean-Luc Chomeil, oui. En dehors D'accord. C'est pas du tout même si il est intimement convaincu d'être le grand confident de Cherizet, faut pas oublier que Cherizet ne lui a pas tout dit, c'est une évidence, parce que sinon il saurait certaines choses. Voilà. Ce que je veux dire par rapport au trio, ce sont des gens qui sont passés, enfin qu'on fait passer à l'heure actuelle pour des bouffons. C'était des gens intelligents. Sans eux, il n'y aurait pas d'affaire à Rennes-le-Château. Donc tous les gens qui cherchent, ce sont des gens qui ne chercheraient pas à l'heure actuelle. Donc il pourrait avoir un peu de respect quand même pour ces trois personnes. D'autre part, plus on avance en connaissance par rapport à leur passion, leur lobby, leur façon de penser, leur démarche, plus on s'aperçoit que c'était des personnes qui étaient rusées, intelligentes, qui avaient des connaissances très précises par rapport à cette affaire. Donc ils connaissaient la solution, mais simplement ils recherchaient ce qui avait été perdu. Voilà. Donc ils savaient très précisément ce qu'ils cherchaient. Ils ne sont pas arrivés peut-être immédiatement à Rennes-le-Château, ils sont passés peut-être par Stenay ou Gisors ou Helvexin forcément, mais c'était des gens qui méritent un certain respect. Simplement, là où le bas blesse, c'est qu'ils ont laissé filer cette affaire-là, et je dirais que c'est un manque de conscience, ou alors c'est parce que simplement ils ont été à la pêche. Ils se sont dit on va laisser filer l'affaire. Voilà. Exactement. J'allais intervenir, excusez-moi. Il faut savoir que le livre de Gérard de Sède, c'est une bonne histoire. C'est vrai que c'est une bonne histoire. C'est un scénario, multiples rebondissements, mais qui a échappé à leurs auteurs. Et ce qui était pour Plantard la recherche d'une survivance mérovingienne, pour Gérard de Sède l'occasion de faire un deuxième scoop après Gisors, pour Cherizet, je laisserai Isaac Ben Jacob en parler, mais au départ c'était ça, c'était la chasse au trésor. Et puis ils ont été très vite débordés par un occultisme de salon, dirais-je. Et ils n'ont pas su faire marche arrière quand ils ont vu leur histoire leur échapper. Et ça a été très mauvais. Ça a été très mauvais parce que ça a ouvert les portes à tout. Toutes les interprétations, mes interprétations, ça a été la porte ouverte. Et si Gérard de Sède avait eu le courage de dire, dès que son livre lui a échappé, ce qu'il a dit en 88 dans Le Monde Inconnu. J'ai le texte sous les yeux. Alors c'est dans le magazine Le Monde Inconnu, numéro 9 de 1988. Un mythe a été créé sur RLC. C'est lui qui le dit, je cite. Les parchemins découverts par la Bessonnière, qui, si l'on ont disparu, contenaient la preuve de la survivance de la dynastie mérovingienne qu'on croyait éteinte en la personne de Dagobert II, mais dont le fils Sigebert IV, réfugié secrètement à Rennes-le-Château, aurait fait souche. Ses descendants étant aujourd'hui représentés par une famille du nom de Plantard. Dans cette famille se trouve donc le roi perdu, seul prétendant au trône de France. Et ce redoutable secret est depuis des siècles sous la garde d'une non moins secrète et non moins redoutable société, le prieuré de Sion, fondé en 1090 à Jérusalem par Godefroy de Bouillon. Et il conclut, ce petit aparté, faux documents et généalogie grossièrement truquée sont produits à l'appui de ce roman délirant. Voilà ce que Gérard de Sède pensait de son travail sur Rennes-le-Château. Et dans ce tout petit article, on retrouve toute la mystagogie audoise, c'est-à-dire que nous avons le mythe du roi perdu, nous avons les Mérovingiens avec l'ascendance christique ou davidique,
qui va ouvrir la porte à tous les délires. Nous avons le prieuré de Sion qui serait pour les uns une émanation des croisés de 1090 ou 1099. Alors sachant fort bien qu'on sait que c'est Plantaire qui a déposé le statut. Et on sait aussi ici qu'il y aurait toujours un rameau d'une dynastie royale française ou européenne qui sera appelée à régner sur la France. On a le mythe du Graal, la France, la terre du Graal. Voilà. Et donc il faut rappeler tout de même que ces trois personnages, il y en a d'autres qu'on ne citera pas par pudeur, ces trois personnages ont vraiment créé un mythe, et même s'ils savaient, ce que je doute, ils ne savaient pas sur quoi allait déboucher ce mythe. Et ce mythe a débouché sur les travaux d'Isaac Ben Jacob. Ce qui les aurait obligés à mentir de plus en plus, pris dans leur mensonge. Il aurait fallu, dès le départ, dire, voilà, c'est un montage, c'est comme Gisors, c'est comme Stenay. Stenay, c'est exactement la même histoire, mais avec un autre personnage, décédé aujourd'hui, qui connaissait Plantaire, qui connaissait Sète, qui connaissait tout le monde, qui connaissait beaucoup de gens aussi. Et Stenay, c'est un coup d'essai. Stenay, par exemple, le mystère de Dagobert II, est un coup d'essai dans la recherche d'un trésor. Je mets trésor entre guillemets, parce qu'il peut... Je n'aimerais pas m'étendre sur des interprétations qui pourraient ensuite donner aux auditeurs le droit de parce que quand on parle de trésor ici, on parle de quelque chose qui tient autant de la politique que de la religion, mais ce n'est pas un trésor gros comme un terrain de football. Mais livrer le secret, si secret il y a, en quoi cela pourrait-il changer la face du monde ? Il a été dit par un chercheur que même si on découvrait ce secret, ça n'aurait plus d'importance aujourd'hui. Alors, est-ce que ça n'aurait plus d'importance aujourd'hui ? Je n'en suis pas si sûr. Est-ce que ça aurait une relative importance ? Je n'en suis pas sûr non plus. Je suis dans la spectative. Je me demande... Et ça, je crois qu'Isaac Ben Jacob partage mon point de vue. Je me demande s'il est utile de continuer à chercher ce trésor entre guillemets. Je me le demande. Pour éviter un mot trop grandiloquent, changer la face du monde, peut-être pas, mais changer l'histoire de France. Ça pourrait changer l'histoire de France, mais ça ne pourrait pas changer les mentalités castelrennaises ou les mentalités du lecteur lambda. Et je dirais même que le trésor en question ne concerne même pas les mentalités castelrennaises. Non, absolument pas. Mais on pourrait dissocier dans ces cas-là et se dire que Gérard de Sète, Plantaire, peut-être Plantaire, avait une idée précise de ce qu'il recherchait. Comment l'a-t-il su ? C'est un mystère. Mais je pense que les fouilles de Stenay, l'analyse du catharisme languedocien, ont amené ces gens-là à penser qu'il pouvait y avoir quelque chose. Il y a un chercheur qui était très près de trouver la solution et qui est passé complètement à côté. Je ne dis pas détenir la solution non plus, attention, mais certaines pistes sérieuses font que je suis ce soir avec Isaac Ben Jacob. Je voulais juste placer un petit mot par rapport à Jean-Hugues Chaumet, parce que c'est quelqu'un effectivement qui est bien connu, Philippe de Chérizet, ainsi que le trio, mais il a aussi de bons avis, même si c'est vrai qu'il parle presque à la place de Chérizet maintenant. Je ne suis pas toujours de son avis, mais par contre il a une opinion assez saine de cette affaire sur certains plans. Par exemple, il est de l'avis en fait de Gérard de Sète en 1988. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce plan-là, c'est-à-dire que beaucoup d'éléments de cette affaire relèvent simplement de la mystification et grossière. Vraiment. Pour en revenir, on est passé un peu rapidement sur le prieuré de Sion. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un faux, totalement faux? Parce qu'on lit, quand on recherche et qu'on fouille un peu cette histoire de Rennes-le-Château, on entend, on
on a lu des noms de Jean Cocteau qui aurait été grand maître, et d'autres. Je pense Benjamin Franklin. Il faut bien séparer le mot prieuré de Sion, parce qu'il y a bien une organisation religieuse qui part derrière. Donc prieuré, ça évoque à la fois un ordre religieux, un monastère, je sais pas. Enfin quelque chose qui ressemble à une congrégation. Par contre, tel que présenté, c'est-à-dire dans la mythologie qu'on lui connaît, il n'a aucune existence. Et d'autant plus que le prieuré de Sion de Rennes-le-Château est arrivé tardivement. L'histoire du prieuré de Sion débute avec les recherches toujours de Plantard, Cherizet et Cède sur le mystère de Stenay. C'est là qu'est arrivé le prieuré de Sion, et cette histoire-là n'a pas prise. Elle n'a pas prise dans l'affaire de Stenay. L'affaire de Stenay est très intéressante, mais elle n'attire pas l'attention des gens parce qu'elle est trop difficile. Donc le trio infernal a déplacé le prieuré de Sion vers Rennes-le-Château. Voilà. À l'origine, il n'y a pas de prieuré de Sion. À l'origine, il n'y a rien, et puis de toute façon, le prieuré de Sion, personnellement, pour moi, n'existe pas, même s'il y a une grande prêtresse et un secrétaire. Je pense qu'ils sont les deux seuls membres actifs du prieuré de Sion. Il est toujours existant, ce prieuré, via le grand gourou et sa secrétaire? Non, la grande prêtresse. La grande prêtresse. On peut peut-être passer un petit message justement à leur intention. Oui, on devrait passer un petit message à leur intention. En recherche justement de documents qu'ils ont peut-être. Et j'espère qu'ils comprendront le message si jamais ils les ont, parce que donc ils ont leurs ancêtres, si je peux m'exprimer ainsi, ceux qui avaient en main le prieuré de Sion avant ont écrit le Serpent Rouge. Donc au bas du document il y a quelques informations très intéressantes. Ils ont sûrement les compléments. Et si jamais ils avaient l'amabilité de nous les donner, on serait très contents et on peut discuter avec eux. Voilà. Compte dessus, passe-moi le beurre. Priorisation, si tu m'entends, fais-moi signe. Et ils devraient aussi savoir que nous avons aussi des informations intéressantes pour eux. Voilà. Donc c'est quand même assez glauque parfois cette histoire de Rennes-le-Château. Non, c'est absolument pas glauque. L'histoire de Rennes-le-Château, il faut la regarder d'un œil simple. Quand on écoute Plantard, si on regarde Plantard, on s'aperçoit que Plantard était quelqu'un de cultivé, forcément, qu'il avait des amis cultivés, et Plantard habitait dans le Jura. Par un moment donné, il habitait dans le Jura. Et dans le Jura, il y a Saint-Claude. Alors, à Saint-Claude, j'y suis allé l'année dernière, et bizarrement, j'ai relevé une petite légende de Saint-Claude. Fabrique toujours les pipes? Oui, toujours. D'accord. On n'ira pas plus loin. Donc, j'ai relevé une petite légende. Et cette légende dit que, au IVe siècle, pendant l'évangélisation des Gaules, il y avait Saint Romain et Saint Lupicin qui parcouraient les vallées et les montagnes de la région. Ils ont fondé, surtout Saint Lupicin, a fondé des monastères, des maisons pour les gens, etc., etc. Alors, c'est Grégoire de Tours qui nous raconte un peu cette histoire, mais elle est corroborée par d'autres récits. Un jour, Lupicin eut un songe. Alors, quand on sait ce que c'est qu'un songe dans les légendes, il eut la révélation divine d'un lieu dans le désert, on appelait ça dans le désert, où des trésors se trouvaient cachés. Et le Saint Lupicin, s'y rendait régulièrement seul, prenait autant d'or et d'argent qu'il pouvait, et revenait au monastère avec son fardeau, son riche fardeau, disons. Alors, il ne dit jamais à personne où il allait puiser cet or et cet argent. Alors, bien sûr, il n'y a eu jamais de songe. Saint Lupicin avait dû, lors de ses pérégrinations, découvrir un trésor enfoui dans les environs de Condat, qui est aujourd'hui quasiment Saint-Claude. Alors, qui servit à subvenir et à construire 3 monastères, subvenir aux besoins de plus de 300 personnes pendant quelques années, le temps qu'il vivait. Alors là où ça devient intéressant, c'est quand les historiens ont analysé cette légende. Alors,
certains historiens nient l'existence du trésor, parlent de dons reçus. Analogie avec les dons reçus de l'abbé Béranger Saunière. Mais les recoupements permettent d'invalider cette opinion. Et c'est bien un trésor que découvrit Lupicin. Alors on parla aussi de mines d'or et d'argent. À Rennes-le-Château, on parle de mines d'or et d'argent. Mais Lupicin, son trésor, c'était un trésor matériel. C'était bien un trésor matériel. Alors, on retrouve exactement dans cette légende de Saint-Lupicin dans le Jura tous les thèmes de Rennes-le-Château. Alors, comme on dit aujourd'hui, Plantard, lorsqu'il a connu l'histoire de Rennes-le-Château, n'aurait-il pas fait un copier-coller, tout simplement. Lupicin devenant l'abbé Saunière, le trésor découvert dans le désert, c'est exactement la même chose que Saunière partant avec son sac et revenant lourdement chargé. Les monastères et les villas et l'entretien de 300 personnes, c'est exactement ce qui s'est passé avec les constructions de l'abbé Saunière. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les mines d'or, les mines d'or, les mines d'argent, c'est exactement ce qu'il y a aussi, ce qui est apparu dans les recherches des historiens castelrennais. Donc, on a exactement, au IVe siècle, la même légende qu'au XIXe siècle. Que celle de Rennes-le-Château. Que celle de Rennes-le-Château. Et ça, je crois que Plantard habitait à Annemasse. Annemasse, à vol d'oiseau, c'est pas si loin de Saint-Claude. Et je pense que Plantard devait connaître cette histoire. Et je pense qu'il a fait un copier-coller sur ce lieu. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que Rennes-le-Château n'a pas été découvert ni par Plantard, ni par Cherizet, ni par Gérard de Sède. Rennes-le-Château, l'histoire de Rennes-le-Château a été découverte par Sophie de Sède, la femme de Gérard de Sède, qui était en vacances à ce moment-là. Dans ce coin-là, elle a visité les Picatars, elle a visité certains lieux qui sont proches de Rennes-le-Château. Elle en a parlé à son mari, et à ce moment-là est venue l'idée du livre de Rennes-le-Château, le trésor maudit. Maurice termine son mail en me disant, en vous écrivant, enfin, pardon, j'avais dit 2 questions, que pensez-vous des motivations des chercheurs célèbres actuels ? Alors ça dépend de qui on parle. Ça dépend de qui on parle. Mais dans l'ensemble, c'est une motivation. Il y a 2 motivations. La motivation trésoraire et puis la motivation de paraître. Oui, je crois que c'est très bien résumé. Voilà. Oui. Peut-être. J'espère avoir. C'est un sujet épineux. C'est un sujet qui est épineux parce qu'il y a en dehors du tombeau du Christ, de Marie-Madeleine, des ovnis. Et le hasard du calendrier de mes émissions fait que demain, puisque demain nous serons jeudi, je recevrai Christian Doumergue, que vous connaissez peut-être. Mais j'ai pensé intéressant parce que Christian est un archéologue, il est quand même très connu dans le milieu. On parlera surtout de Marie-Madeleine, mais lui aussi connaît pas mal de choses à propos de Rennes-le-Château. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais je pense que pour être ouvert à chacun, inviter Christian me semblait aussi intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait lui demander qu'il reprenne l'histoire de Rennes-le-Château dès le départ. Ces explications et ces hypothèses tiennent la rampe, hein. Non, le Marie-Madeleine, ça ne tient absolument pas ça ne tient pas le bout du chemin. Non, je vais vous dire. Jésus-Christ ne tient pas le bout du chemin. Là, ce sont. Je ne vais pas dire. Vous allez me fâcher. Si vous voulez venir. Je ne vais pas me dire que ce sont des élucubrations. Daniel Castille, mais si vous voulez venir jeudi, je vous invite. Je ne pourrais pas, hélas. Hélas, je ne pourrais pas. Non, ce que je veux dire, c'est que, comme le faisait remarquer l'un de mes collègues, qui a pour nom Roger, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute des États-Unis, parce qu'il est à New York. Il y a Christian Doumergue a évidemment des capacités historiques, il a fait des études, donc il a quand même quelques connaissances évidemment. Mais il a un raisonnement qui est tronqué, biaisé. C'est-à-dire que ça part bien et puis à un moment, en fait, quand c'est faussé à la base, tout ce qu'on construit par au-dessus, forcément est déviant.
Dans sa logique, je ne sais plus, dans son dernier livre, hein, je crois, de mémoire, je cite, il disait donc que Tibère s'était rendu en Gaule pendant un certain nombre d'années pour s'occuper visiblement du tombeau du Christ ou de Marie-Madeleine. Hein, voilà, c'est de mémoire, je cite ça. Bon. Alors il dit, pour appuyer son assertion, que Tibère n'était pas à Rome à ce moment-là. Et que c'est documenté. Oui, ça je peux le confirmer que Tibère n'était pas à Rome, mais il était à Capri. Parce que Tibère a passé une très grande partie de sa vie à Capri parce que simplement il avait peur d'être assassiné. Il avait une dizaine ou une douzaine de villas et il en changeait tous les jours. Donc évidemment par contre que sa vie est très bien documentée à Capri et qu'il n'a pas passé 20 ans en Gaule. Je rappelle en quelques mots cette histoire de la Bessonnière et de Rennes-le-Château. Monseigneur Beauséjour, évêque de Carcassonne, est muet de stupéfaction. Il vient de prendre conscience et connaissance du dossier que son vicaire général lui a remis. Ainsi, un de ses curés de campagne mène plus grand train que lui. Si l'on en croit les comptes, sans doute truqués en plus, qui viennent de lui parvenir. Le 1er novembre 1900, ce curé avait fait entrer dans son presbytère, je donne la liste, un fût Rome Martinique en caisse ABC numéro 1031. 45 litres à 2 francs égale 90 francs. 50 litres de rhum à 2 francs 35 égale 117 francs 50. Rhum parfait presque historique. 33 litres de vin blanc au Barsac, 33 litres de Malvoisie, 17 litres de quinquina doré, 53 litres de Banyuls, 12 litres de Muscat. Cela représente alors une somme considérable. C'était des francs or, la plus forte des monnaies à cette époque-là. Comment le curé d'une bourgade, au fond de son diocèse, peut-il payer tout cela et pour en faire quoi? Il convoque aussitôt à l'évêché ce curieux vicaire. Malheureusement, à chaque injonction, il reçoit une lettre d'excuse, certificat médical à la clé, l'abbé Béranger Saunière est malade. Est-ce que tout est parti de là? Daniel Castille et Isaac Ben Jacob. Alors, au niveau du public, tout est parti d'ailleurs, hein, je dirais du Vexin de Paris. Hein. En gros, c'est né là, hein, l'affaire. Mais au niveau de... Si on parle de Béranger Saunière, je dirais que tout est né dans les années 1885, quelque chose comme ça, voilà. Ça dépend par où on prend, parce qu'il y a... Il est certain, voilà. Mais il y a un problème. Pour préciser ma question, est-ce que Monseigneur Beauséjour, qui est l'évêque de Carcassonne, a reçu ces informations? En fait, c'est du pinard. C'est de notoriété publique. C'est du pinard. De toute façon, tout était noté. Pour une affaire de vin. Il faut se dire. Je dirais que oui. Quand Béranger Saunière est arrivé à Rennes-le-Château, il n'y avait que des ruines. Son église était en ruine, tout était en ruine. Voilà. De 85 à 91, à peu près 92, et puis ensuite. Après-guerre, enfin avant-guerre, je veux dire, après 1900, il a fait des constructions dont on chiffre à peu près anciennement 3 milliards de francs. C'était 3 milliards de francs, ce qui fait en euros, je ne sais pas combien aujourd'hui. Donc, il a tout de même investi des sommes faramineuses. Il a tout de même construit son château, enfin sa grosse demeure. Il a tout de même construit les remparts. Il avait un jardin avec des orangeries. Il avait des animaux. Il avait tout ce qui était exotique. Il menait grand train. Ça, c'est vrai, il menait grand train. Il recevait et menait grand train. Ça, c'est le mystère de la Bessonnière. Comment en 6 ans ou 7 ans a-t-il pu obtenir tant d'argent pour construire ce qui est encore visible à Rennes-le-Château? Qui tombe en ruine. Mais ce qui est encore visible, il faut se remettre à l'ordre du jour, c'était quasiment un prince. Pour les paysans du coin, il y avait quoi, 100 habitants ou 123 Oui, parce qu'à l'époque, c'était quand même extrêmement rural. Hein, oui, c'était extrêmement rural. Il a fait refaire la route qui mène à Rennes-le-Château. Il a tout fait. Rennes-le-Château, tel qu'il est aujourd'hui, il faut s'imaginer ça en 1885. Il faut imaginer que c'est un bourg de paysans très très pauvre. Alors par contre, au niveau de l'évêché, il faut savoir que le comportement de Béranger Saunière était quand même connu depuis très longtemps.
lorsque Beauséjour apprend ça, en fait, il ne l'apprend pas, tout simplement. Il est déjà au courant depuis longtemps. Il remplace Billard dans une situation qui est bien connue. Et s'il va se retourner contre Béranger-Saunière, c'est parce que vraisemblablement, il est en désaccord avec lui sur des motivations, je dirais, d'ordre religieux. Mais ça n'a pas de rapport avec la fortune de Béranger-Saunière, ni avec son comportement vis-à-vis de l'argent. Voilà, ce sera une série de prétextes qui vont être allégués contre l'abbé. Voilà. Mais le lieu, pas le lieu, c'était l'évêque qui était avant Billard. Monseigneur de Beauséjour est tout à fait conscient que ça n'entre pas en compte. Ce seront des prétextes qui seront retournés contre l'abbé. Oui. À la limite, pour la curie, peu importe que Béranger-Saunière soit riche à milliards, ils ont autre chose à lui reprocher. De toute façon, ne serait-ce que par rapport à Monseigneur Billard, qui était l'évêque qui était en place avant Monseigneur de Beauséjour, Billard a été convaincu de détournement d'héritage. C'était quelqu'un qui était à la limite plus manipulateur et intéressé par l'argent que Béranger-Saunière. Hein. Voilà. C'est quand même assez curieux que toute cette histoire se passe avec des gens du clergé, des monseigneurs, des curés, des abbés. Les noms m'échappent et les lieux, mais il y a eu d'autres cas de curés qui se sont enrichis aussi rapidement que l'abbé Béranger-Saunière. Nous avons par exemple un cas avec un curé de Lourdes, pour ne pas le citer, mais on en a parlé dans les journaux assez récemment, qui avait en compte en banque une assez grosse somme. Je pense dans les 500 000 euros, quelque chose comme ça, ce qui représente déjà pas mal. Oui, c'est pour ça. Le cas Béranger-Saunière avec Béranger-Saunière, le curé au milliard, n'est pas un cas unique. Et à l'époque, ce n'était pas spécialement scandaleux. C'était pas un motif pour mettre au banc un prêtre. Voilà. Toto, Le Pen est venu aussi à Rennes-le-Château. Oui, alors. Mitterrand aussi, et d'autres. Le secret ne permet-il pas d'alimenter des interprétations ou des rumeurs? C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire c'est toute une fantasmagorie qui se développe au fur et à mesure des années. Donc on est parti de pas grand-chose et on arrive actuellement à ne plus pouvoir déchiffrer tous les messages. Doititude, comment les trésors du temple de Jérusalem auraient-ils pu atterrir sous les pieds des Castelrenais? Il n'a pas atterri sous les pieds des Castelrenais. C'est justement une chose. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut faire attention quand on lit tel ou tel auteur ou tel article, c'est qu'il n'y a jamais eu de trésor de Salomon, ni de tombeau de Marie-Madeleine, ni de tombeau de Jésus-Christ. Mais il y a bien eu le temple de Salomon, il a existé. C'est d'accord. Mais bon, on sait qu'il a été pillé, on sait qu'on a des traces, on a tout ça, mais de là à ce qu'il soit venu être enterré dans un lieu perdu comme Rennes-le-Château, parce qu'il faut tout de même se dire que Rennes-le-Château est un lieu perdu, je ne vois pas l'intérêt. On ne pas confondre avec Rennes-les-Bains, nous sommes bien d'accord. Pas confondre avec Rennes-les-Bains. Adib, pour certains, le trésor de Rennes-le-Château serait des documents remettant en cause l'Évangile. On a tout dit surtout. On a dit que c'était les documents, que c'était les descendants des rois de France, la généalogie des rois régnants de France, la généalogie mérovingienne, que comment Blanche Castille aurait vendu ou cédé ou acheté. Il y a bien une comtesse de Chambord quelque part. Oui, il y a bien le Chambord aussi. Oui, ce sera justement intéressant à développer, mais ça n'a pas de rapport du tout avec ça. Ça n'a pas de rapport du tout. Autre message d'Adib. Excusez-moi, encore une fois, je suis vraiment con. Cette énigme, Rennes-le-Château,
ne permet-elle pas de faire perdurer la légende et d'entretenir le mystère qui cultive des rumeurs? Oui, de toute façon, depuis l'arrivée de Beggan Lincoln, et le troisième que je ne me souviens plus, avec l'énigme sacrée, ça a démarré en flèche, et puis ce n'est pas prêt de s'arrêter. Baldwarf, bonsoir messieurs, très intéressant votre émission. Vous parliez de Madame de Sède tout à l'heure, qui découvre cette histoire de RLC, mais n'est-ce pas plutôt Noël Corbu qui dévoile l'énigmatique richesse de la Bessonnière à la presse et donc aux yeux du grand public? Noël Corbu, il faut dire que quand il avait racheté le domaine, il fallait bien qu'il fasse vivre son hôtel. Donc il colportait, il avait même fait un petit film ou je ne sais plus trop quoi. Non, c'était pas lui qui avait fait un petit film. Mais il avait invité et demandé justement à la radio de faire venir Robert Charroux. Oui, voilà. C'est lui qui a monté sa petite histoire de la Bessonnière, le curé au milliard. Doititude, ça c'était à 1h18, vous vous rendez compte, le retard accumulé. Tout ça ressemble à des légendes de pactes diaboliques, genre Faust, etc., etc.